de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. La ville de Médine, seconde étape de la visite officielle du président de la République en Arabie Saoudite, au programme des prières, des visites de sites historiques et religieux, ainsi que des échanges avec les partenaires saoudiens sur des questions de développement. La ville de Gao renforce sa sécurité. Il est désormais interdit de circuler à bord d'engins à 2 roues ou de circuler en possession d'armes à feu. Ces nouvelles mesures ont été prises par le gouverneur de Gao pour faire face à l'insécurité croissante dans la région. Les explications de Boubacar Babli-Touré depuis Gao dans ce journal. Bonsoir et bienvenue. Le président de la République poursuit sa visite officielle en Arabie Saoudite après l'étape de Riyad hier où il a rencontré le roi Salman Ben Abdulaziz Al Saoud. Ibrahim Boubacar Keïta s'est envolé aujourd'hui pour Médine où il a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur de Médina et de nombreuses autres personnalités du royaume saoudien ainsi que par des Maliens. Au programme, des prières, des visites de sites historiques et religieux, ainsi que des échanges avec les partenaires saoudiens sur des questions de développement. La seconde étape de la visite du président de la République en Arabie Saoudite, la ville de Médina. Médine, où le chef de l'État est arrivé aujourd'hui après la capitale Riyad. À Riyad, je vous rappelle que le chef de l'État a rencontré le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud. Et juste avant de quitter Riyad, la capitale, le président de la République a eu une séance de travail sur la coopération islamique avec le secrétaire général de la Ligue islamique du Royaume d'Arabie Saoudite. C'était en présence du ministre des Affaires religieuses et du culte et des leaders religieux qui font partie de la visite. Ibrahim Boubacar Keïta a également visité le musée national de l'Arabie Saoudite, un véritable trésor islamique et culturel. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Sidiki Dambélé, Amadou Sankari, Dembawan et Aliou Touré. La Ligue islamique mondiale est une ONG musulmane fondée en 1962 à la Mecque par le prince Faisal d'Arabie Saoudite. Son secrétaire général, Dr Ali Issa, a été reçu par le président de la République en présence de certains leaders religieux maliens. Au centre des entretiens, élucider les incertitudes concernant la religion et comment lutter contre les fausses allégations visant à détruire l'unité des musulmans à travers le monde. Qui est celui que nous défendons dans le cadre de l'action que mène la Ligue islamique mondiale, mais aussi il se trouve que cette religion de l'islam du juste milieu, de l'islam modéré, c'est celui qui est suivi aussi et pratiqué en République du Mali. Nous sommes aussi très soucieux de ce que cette coopération puisse se faire avec les ulémas, les imams, les érudits dont le Mali regorge autour de la nécessité de défendre l'action et l'image de l'islam, un islam juste, disais-je tout à l'heure, qui est un islam modéré, un islam de paix, un islam de fraternité, de convivialité, un islam de solidarité. Un musée ouvert en 1999 et qui comprend un complexe historique, des galeries, des collections d'objets archéologiques, des manuscrits, des armes, des objets issus des arts et traditions populaires, bref, tout un trésor qui émerveille tout visiteur ici. Cette merveilleuse terre d'Arabie était prédestinée au plus beau des destins. Merci à notre guide qui a su nous amener à travers les âges, les siècles, de la préhistoire à la période contemporaine, à vivre et à admirer le parcours d'un pays exceptionnel et d'hommes exceptionnels. Merci au gardien de deux saintes mosquées, Sa Majesté le roi Salman Ibn Abdulaziz Al Saoud,
de nous avoir conviés à visiter son merveilleux royaume où la foi trouve sa plus belle expression. Une découverte enrichissante qui fera sans nul doute des émules. Toujours en Arabie Saoudite, la journée d'hier était bien remplie pour le président de la République qui a accordé une série d'audiences à des personnalités saoudiennes au menu coopération islamique, projet d'investissement dans des secteurs stratégiques et signature de mémorandum d'entente. Siriki Dambélé et Dembawan, compte rendu. Journée à pas de charge pour le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a accordé une série d'audiences à des personnalités saoudiennes de premier plan. Le vice-président du Fonds saoudien de développement qui a ouvert les balles est venu réaffirmer l'engagement de son institution à accompagner le Mali. Après le seuil de Djenij, les barrages de Taoussa, le Fonds saoudien de développement va dans le cadre du désenclavement extérieur financer des infrastructures routières au Mali l'année prochaine. On doit échanger sur le financement de plusieurs projets dans la route Kaola jusqu'aux frontières du Mauritanie et puis plusieurs projets dans le domaine de la santé et l'agriculture. Avec les ministres des Affaires islamiques, il a été question surtout de lutte contre l'intégrisme religieux et le terrorisme, mais aussi des financements d'infrastructures religieuses au Mali. Partageant la même vision islamique, les deux pays, dira Saleh Al-Sheikh, sont condamnés à évoluer ensemble dans un monde en perpétuelle mutation. Nous sommes tous des pays menacés par le terrorisme, donc on doit tous se donner la main pour combattre le terrorisme et puis on doit aussi assainir l'idéologie islamique moderne. Je dois envoyer une délégation, forte délégation, pour rendre visite au ministère des Affaires religieuses et échanger avec les techniciens du département chargé des affaires religieuses pour qu'on puisse vraiment appuyer ce département. Il y a aussi la mosquée Roi Faisal de Bamako qu'on doit dans les jours à venir s'occuper de cette mosquée. Ibrahim Boubacar Keïta a également reçu les ministres de l'énergie et de l'industrie du Royaume d'Arabie Saoudite. Et naturellement, les échanges ont porté sur comment améliorer la couverture énergétique au Mali. Les ministres saoudiens, très sensibles à la question, ont promis d'envoyer des experts saoudiens au Mali dans les meilleurs délais en vue de faire des propositions visant à mettre fin à la crise énergétique dans notre pays. Et enfin, les ministres des Affaires étrangères saoudiens qui, au-delà du tour d'horizon de la coopération bilatérale avec le président de la République, a signé un mémorandum d'entente, mémorandum politique entre son pays et le Mali. Cela permettra de baliser les rapports de coopération entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République du Mali. Et vous avez remarqué qu'en marge de cette signature, déjà, j'ai eu à discuter avec le ministre des Affaires étrangères qui va servir de relais auprès de mon collègue en charge de la sécurité intérieure ici, puisque nous avions aussi un protocole d'accord en matière de sécurité et d'autres domaines donc, qui sont encore en étude à leur niveau ici. Et ce protocole, ce cadre va nous permettre d'approfondir ces différents domaines. Signalons enfin que dans la soirée, le président de la République a accordé des audiences aux deux princes héritiers du Royaume saoudien. Le chef de l'État à la Chambre de commerce et d'industrie de Riyad, un véritable VRP, le président de la République a présenté les multiples facettes des richesses maliennes et surtout les opportunités d'affaires. Ibrahim Boubacar Keïta a ainsi invité les opérateurs économiques saoudiens à venir investir au Mali. Message bien reçu car les patrons saoudiens ont promis de réserver désormais une place de choix à la destination Mali. Une visite à Bamako à l'encontre de leur homologue de la Chambre de commerce se planifie déjà. Le récit de nos envoyés spéciaux. Un chef d'État qui se déplace dans une chambre de commerce et d'industrie, et pas n'importe laquelle, celle de Riyad en Arabie Saoudite,
à la rencontre du monde du secteur privé. Cela s'appelle le Mali en promotion. Voilà schématisé la rencontre entre le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et toute la crème du secteur privé saoudien. Véritable cadre d'échange au cours duquel Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas manqué de vanter les mérites de nos potentialités économiques et industrielles. Pays producteur de coton, de riz et d'or, le Mali n'engrange cependant pas de grandes valeurs ajoutées. D'où l'appel d'Ibeka aux opérateurs économiques saoudiens à créer un pont d'investissement entre les deux pays. Nous croyons en un secteur privé dynamique, moteur de croissance. Et nous venons d'adopter justement à cet égard une loi de partenariat public-privé qui fait que nous sommes aujourd'hui bien armés pour ouvrir notre économie à ce type d'intervention. Et le dynamique secteur privé saoudien sera le bienvenu et le bienvenu au Mali. Au terme d'une série de questions-réponses sur les opportunités d'affaires, les patrons saoudiens, par la voix de leur président, ont vivement salué cette visite du président de la République. Promesse a été faite de hisser la coopération économique via les privés à la dimension des liens historiques entre les deux pays. Et cela conformément à la vision 2030 du royaume. Je voudrais vous donner l'assurance ici que nous tenons à ce que le secteur privé ici, les hommes d'affaires du Royaume d'Arabie Saoudite puissent avoir d'excellents, de très forts liens de partenariat avec ceux de votre pays. Ce partenariat va aller se diversifiant et se renforçant dans le cadre de la restructuration économique qui connaît notre pays, qui consiste donc à diversifier les bases du développement de façon à ce que l'économie ne puisse pas seulement se satisfaire des revenus pétroliers. Et c'est cela qui est pris en charge, qui est illustré dans le cadre du plan de développement 2020-2030. Ce voyage à l'initiative heureuse de Sa Majesté Salman ibn Abdelaziz nous ouvre une nouvelle voie, nous ouvre de nouvelles perspectives. Nous sommes d'autant plus heureux que cela arrive en un temps où la belle vision prospective 2030 crée de nouvelles opportunités et offre une vue plus large des possibilités dans tous les domaines de coopération multiforme. Ici, tous sont convaincus que le meilleur ambassadeur entre les deux pays reste le secteur privé et l'élite du monde économique saoudien qui a désormais des assurances sur la destination Mali promet d'y envoyer une délégation dans les meilleurs délais pour rencontrer le secteur privé et explorer des champs d'investissement. Voilà, merci à nos envoyés spéciaux. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur la visite officielle de 5 jours du chef de l'État en Arabie Saoudite. Et donc pour boucler cette série de reportages sur l'Arabie Saoudite, nous avons ce message de condoléances. Le président de la République adresse à Sa Majesté Salman bin Abdulaziz Al Saoud, serviteur des 2 saintes mosquées, au roi d'Arabie Saoudite. Le gouvernement de la République du Mali a appris avec consternation et profonde émotion le crash d'un hélicoptère de l'armée saoudienne au Yémen le mardi 18 avril 2017, causant la mort de 12 soldats saoudiens, y compris les membres de l'équipage. En cette tragique circonstance, je voudrais exprimer à votre majesté, au peuple saoudien ainsi qu'aux familles des défunts durement éprouvés au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et à mon nom propre, notre profonde compassion et nos condoléances les plus émues. Je m'incline pieusement devant la mémoire des braves soldats disparus et prie Allah le miséricordieux pour le repos éternel de leur âme. Je prie votre majesté de croire en l'expression de ma haute considération, signé Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Nous revenons donc à l'actualité nationale ici à Bamako. Nous sommes mercredi, jour de conseil des ministres. Il s'est tenu dans la salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications. Aoui Touré a m'écouté pour la lecture du communiqué. Aoui Touré, bonsoir et c'est à vous.
Bonsoir Nyanya Aliou Traoré, bonsoir chers téléspectateurs. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires au titre du ministère de l'administration territoriale sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte déclarant l'état d'urgence sur le territoire national. L'état d'urgence déclaré sur le territoire national par le décret du 30 mars 2017 pour une durée de 10 jours a expiré le 9 avril 2017. La situation sécuritaire au Mali et dans la sous-région reste caractérisée par la persistance de la menace terroriste ainsi que des risques d'atteinte grave à la sécurité des personnes et de leurs biens. En raison de cette situation précaire, l'état d'urgence est déclaré à nouveau pour une durée de 10 jours à compter de ce mercredi 19 avril 2017 à minuit sur toute l'étendue du territoire national. La déclaration de l'état d'urgence vise à renforcer les dispositifs de prévention et de lutte contre le terrorisme et d'accroître les capacités opérationnelles et les actions de contrôle des forces armées et de sécurité sur le territoire national. Sa prorogation interviendra si l'évaluation de la situation sécuritaire le justifie. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif au contrôle et au suivi des travaux de doublement de la capacité de la centrale hydroélectrique de Sotuba 2. Le marché relatif au contrôle et au suivi des travaux de doublement de la capacité de la centrale hydroélectrique de Sotuba 2 est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le groupement expert COEX pour un montant de 808 463 564,19 francs CFA hors taxe et un délai d'exécution de 36 mois. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la seconde composante du projet de construction d'un centre national de conduite et de doublement de la capacité de la centrale hydroélectrique de Sotuba. L'exécution du présent marché contribuera à l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment par l'action des déficits structurels de l'offre énergie électrique. Au titre du ministère du Travail et de la Fonction publique, sur le rapport du ministre du Travail et de la Fonction publique chargé des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du programme de développement institutionnel PDI deuxième génération et le plan opérationnel 2017-2021. Ce programme a été examiné par le Conseil des ministres en sa séance du 15 mars 2017. L'adoption du présent projet de décret permettra la mise en œuvre des actions préconisées par ce programme et contribuera notamment à promouvoir la culture de résultats, à améliorer davantage les relations entre l'administration et les usagers des services publics. Au titre du ministère des Sports, sur le rapport du ministre des Sports, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le détail des compétences transférées de l'État aux collectivités territoriales dans le domaine des sports. La loi du 7 février 2012 modifiée portant Code des collectivités territoriales en République du Mali autorise les organes délibérants des collectivités territoriales à régler par délibération les affaires de leur ressort territorial en matière de développement économique, social et culturel. Le présent projet de décret est adopté dans ce cadre et fixe le détail des compétences de la commune, du cercle, de la région et du district de Bamako dans le domaine des sports. Il précise l'appui conseil que les services centraux et déconcentrés du ministère des Sports doivent apporter aux collectivités territoriales dans le cadre de la mise en œuvre des compétences ainsi transférées.
L'effectivité de ces mesures contribue à une meilleure prise en compte de la politique nationale en matière des sports dans les plans de développement au niveau des collectivités territoriales. Au chapitre des communications, au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, le Conseil des ministres a été informé de la nomination des membres de la Commission nationale de désarmement, démobilisation, réinsertion et de ceux de la Commission d'intégration. Au titre du ministère de l'administration territoriale, le Conseil des ministres a été informé de la nomination de conseillers spéciaux auprès des gouverneurs des régions de Gao, Tombouctou, Taoudéni et Ménaka. Au titre du ministère du Développement industriel, sur le rapport du ministre du Développement industriel, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication écrite relative aux conclusions et recommandations de l'étude de faisabilité des centres d'incubation dans le domaine agroalimentaire cas de Sikasso et la relecture des textes du Centre pour le développement du secteur agroalimentaire. Un centre d'incubation ou incubateur d'entreprise est une structure d'accompagnement de projets de création d'entreprises généralement à but non lucratif liés à des organismes publics ou parapublics. La présente communication écrite présente les résultats de l'étude de faisabilité des centres d'incubation dans le domaine agroalimentaire au Mali, en particulier dans la région de Sikasso. Le choix de cette région se justifie, entre autres, par son statut de zone d'agriculture par excellence et la présence d'un nombre important de petites unités de transformation des produits agroalimentaires. L'étude de faisabilité formule également des recommandations pour la réussite de la stratégie d'intervention du centre en ce qui concerne la qualité des porteurs de projets héberger la participation des organisations professionnelles et de la communauté locale, les compétences professionnelles du personnel, le mode de partenariat public-privé, le plan de communication et le système de suivi, de supervision et de contrôle. La création du centre d'incubation agroalimentaire de Sikasso sous la forme d'un établissement public à caractère administratif nécessite une rélecture des textes du Centre pour le développement du secteur agroalimentaire pour éviter toute duplication de services pour la même mission. Le centre d'incubation agroalimentaire de Sikasso aura pour mission de contribuer à la promotion et au développement de l'entrepreneuriat dans le secteur de la transformation, notamment des céréales, des légumineuses, de la viande ainsi que des produits laitiers et de cueillette. Voilà, Nyanya Aliou Traoré, ce qu'il fallait retenir de ce conseil de ministres présidé par le chef du gouvernement, Abdoulaye Idrissa Maïga. Ah oui, Touré, merci. La suite de ce journal avec cette rencontre entre le ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'intégration africaine et les administrateurs du Haut Conseil des Maliens de l'Extérieur. Les représentants de la diaspora malienne étaient venus faire la restitution des assises de leur conseil d'administration tenu ici à Bamako. Abdourahmane Silla a également reçu la visite de 4 chefs traditionnels de pays africains. Nous, Sissoko, nous en parlons. Partager avec le ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'intégration africaine les résultats de la session du conseil d'administration du Haut Conseil des Maliens de l'Extérieur. C'est à cet exercice que les administrateurs de l'organisation de la diaspora malienne se sont livrés. Nous avons fait la restitution de l'ensemble des points Sanyako sur lesquels nous avons travaillé et aussi nous lui avons demandé comme d'habitude des conseils. Le ministre s'est engagé comme d'habitude pour parachever en tout cas toute l'ambition qu'il avait prise depuis qu'il est à la tête de ce département. Le président du Haut Conseil des Maliens de l'Extérieur a remercié le gouvernement pour la construction d'un siège dédié à son organisation. Au niveau donc de la diplomatie, c'est de nous engager pour sécuriser juridiquement les Maliens de l'extérieur. C'est extrêmement important. Nous le faisons déjà
mais je pense que à partir de cet instant, c'est encore une recommandation majeure que nous avons notée. Le ministre Silla a également reçu la visite des chefs traditionnels de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et la reine du Ghana. Les hôtes du jour sont en transit au Mali pour la Guinée, où ils prendront part au colloque international sur l'écriture Nko. Cette rencontre organisée par l'université de Harvard aux États-Unis vise à instituer le Nko comme écriture pour tout le continent africain. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle en visite de terrain, ou dirons-nous une visite inopinée de terrain, la cible, l'Agence pour l'emploi des jeunes à APEJ. Maouloud Benkatra est allé s'enquérir du fonctionnement de l'agence. Khadija Toukone suivait la délégation tôt ce matin. Personne ne l'attendait, il est bien là. Le ministre Maouloud Benkatra à l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ. Déjà, à l'entrée de l'agence, le visiteur du jour donne les premières consignes et c'était à 7h30. Tous ceux qui viennent en retard, là, personne ne monte. Et c'est parti pour une visite qui va durer une trentaine de minutes. Le tour du bâtiment a permis au ministre Benkatra d'apprécier le bon fonctionnement et surtout les réalisations de la structure. Et à notre arrivée au bureau du directeur administratif et financier, le ministre a dû faire une mise au point. Le monsieur qui est parti pour présenter ses condoléances, je suis d'accord. L'autre, il fait la demande, il te dit que tu l'as autorisé. Ça ne se dit pas. Le social chez nous, c'est très important, extrêmement important. Mais le service est aussi important. Et surtout là où nous sommes aujourd'hui. C'est une agence phare qui met en œuvre une politique de l'emploi des jeunes. Donc les personnes dédiées pour ça doivent être permanemment prêtes pour accompagner vraiment la politique de l'emploi des jeunes. La visite a été suivie d'une séance de travail, occasion pour le ministre Benkatra de rappeler la promesse présidentielle, celle de créer 200 000 emplois d'ici à l'horizon 2018. Le ministre des Transports, lui, a rencontré hier après-midi les directeurs et chefs de service du secteur des transports. Baber Gano est venu dévoiler sa feuille de route aux responsables des différentes structures. Moussa Fani pour le compte-rendu. Cette rencontre du tout nouveau ministre des Transports avec l'ensemble des responsables des services relevant de son département vise à rappeler les instructions et les orientations données par le président de la République. Je voudrais ici décliner quelques orientations clés de la feuille de route que vous devez mettre en œuvre dans les jours et mois à venir. Il s'agit entre autres du traitement en temps réel des documents de transport à l'effet d'abréger la souffrance des usagers, du maintien et de la relance de l'activité ferroviaire sur l'axe Bamako-Dakar, de l'amélioration de la gestion de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, de la poursuite de la réussite du financement du bateau à faible tirant d'eau pour la compagnie malienne de navigation, du renforcement du partenariat avec l'ensemble des compagnies aériennes et des transporteurs, de l'amélioration constante du climat social, la prise d'initiative et de l'écoute. Le ministre a aussi invité ses interlocuteurs à s'impliquer davantage pour traduire ses orientations en actes concrets. J'invite chacun ou chacune en ce qui le concerne à avoir de l'audace et de la proactivité pour traduire ces instructions et orientations du président de la République en actes concrets sur le terrain du secteur des transports par l'accomplissement et l'aboutissement de l'urgence sociale des transports, surtout en cette veille du mois de carême. Le ministre Ganou a aussi fait savoir qu'il va procéder dans les prochains jours à une visite de terrain au niveau des directions et services des transports pour faire l'état des lieux des structures relevant de son département. Fin dans la région de Caille de la visite du ministre des Mines. À Tabakoto et à Kiniba, les sociétés Endeavour Mining, Miko et B2Gold sont présentes. Sur place, le ministre a mis un accent particulier sur la représentativité des Maliens à tous les niveaux de production. Envoyés spéciaux, Aboubakar Traoré, Aïssata Ibrahim Maïga. À Tabakoto, la situation n'est pas reluisante au niveau des mines des sociétés Miko et Semico. Les mots s'appellent manque de formation, surexploitation, des contrats trop longs pour les expatriés et j'en passe. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de problèmes, d'abord par rapport au contenu de l'étude de faisabilité sur la base de laquelle le permis d'exploitation a été donné et également par rapport aux travailleurs, que ce soit les cadres ou les travailleurs des services de soutien.
il nous a été signalé beaucoup de contraintes. Au niveau de cette même commune qui compte à elle seule les sociétés Randgol et Indevor, des problèmes d'eau et d'infrastructures existent également. Le ministre s'est demandé quel usage est fait de la patente de plus d'1 milliard que perçoit chaque année la commune. Nous avons l'opportunité de faire en sorte que le secteur minier joue son véritable rôle de moteur de l'économie. Pour cela, il y a, à mon avis, 2 conditions de base à créer. La première, c'est l'intensification de la formation. La formation au niveau des sociétés minières afin que très rapidement les Maliens puissent prendre possession de l'ensemble des processus. Deuxièmement, il faut que les sous-traitants maliens soient de plus en plus nombreux à assurer l'ensemble des services aux sociétés minières. Nous avons mis en place un plan de réduction en fait, de ces expatriés-là. Ce plan-là existe depuis quelques années et le nombre va en décroissance. À Fekola se trouve la toute nouvelle usine dont les activités démarrent en octobre prochain. Il s'étend sur 75 km² avec une teneur en or de 2,5 grammes par tonne de minerai. La société canadienne B2Gold est déjà à 82% de réalisation des travaux. Dans le travail minier, les Maliens ont une certaine expérience déjà qui n'est plus à cacher, donc ils ont déjà une connaissance. Les expatriés qui sont là, leur première impression, c'est que les Maliens sont motivés, ils ont une envie de travailler, ils ont envie d'apprendre ce qui se passe ici. Donc ça crée une situation qui permet aux uns et aux autres de pouvoir aller vers une formation adéquate pour la population et les travailleurs. Il sera l'une des plus grandes mines du pays. Sa production annuelle sera de 11 tonnes d'or pour les 7 premières années. Son installation verra le village de Fadougou déplacé à 6 km de l'ancien site. Et je vous signale que sur invitation de la Banque mondiale, le ministre de l'Agriculture, Nango Dambélé, participera à une réunion spéciale sur l'agriculture au Mali prévue le vendredi 21 avril 2017 à marge des assemblées de printemps 2017 à Washington, D.C. La réunion va permettre un échange sur les principaux résultats de l'étude sur les stratégies pour accroître la productivité agricole dans la zone aride du Mali, les axes envisageables de réformes sectorielles, notamment les subventions des intrants agricoles. Vous le savez déjà, nos FAMA ont été attaqués à Rarousse dans la région de Tombouctou. 24 heures après l'attaque, le ministre de la Réconciliation nationale sur les lieux. Objectif, présenter les condoléances de la nation et féliciter les FAMA. Il est au micro de Adama Djimde. Par rapport à l'attaque d'hier, effectivement, que nous avons eu une synergie, une rapidité, une coordination très rapide. Dès que nous avons compris que le poste a été attaqué, très rapidement, nous avons coordonné la cellule de coordination à partir de Gao, à coordonner avec les différents partenaires, avec les différentes forces FAMA qui étaient sur le terrain, pour automatiquement réagir face à cette attaque. L'ennemi a pensé qu'il n'y aura pas de renfort, malheureusement pour lui. C'est ainsi qu'en 1h, 1h30 minutes, le renfort était déjà là. Donc, dans sa fuite, est allé avec 3 de nos pick-up. Et ensuite, nous avons récupéré ces 3 pick-up dans l'exploitation des frappes qu'il y a eu du partenaire, qui a déstabilisé totalement l'ennemi. Et nos troupes qui étaient au sol dans les mouvements d'exploitation ont été aussi accrochées et réellement ont fait aussi des pertes chez l'ennemi et récupéré ces 3 pick-up et l'armement à bord. Le bilan de l'ennemi, c'est combien? Alors, le bilan de l'ennemi, ce que je peux le dire officiellement, c'est quand même une dizaine et puis quelques arrestations, bien sûr. Et comme vous l'avez constaté, c'était pas le ministre de la Réconciliation nationale au micro de Adama Djimde. Toutes nos excuses. De nombreuses réactions nous parviennent suite à l'attaque terroriste survenue hier à Gourma-Rarousse, celle du Rassemblement pour le Mali, RPM de l'ADEMA, Parti africain pour la solidarité et la justice, du Parti Force alternative pour le changement, FAC, du regroupement des partis politiques, le Centre malien, du Conseil national de la société civile, du Mouvement national
nationale des enseignants pour le changement. Tous présentent leurs condoléances aux familles des victimes et aux FAMA. Condamnent avec la dernière rigueur cette attaque, félicitent les FAMA, les forces Barkhane et la MINUSMA et leur apportent leur soutien total. Ils exigent que les coupables soient recherchés et punis. Nouvelle mesure de sécurité en pratique dans la ville des Esquiars. Le gouverneur de Gao, pour faire face à l'insécurité croissante dans sa région, interdit désormais toute personne de circuler à bord d'engins à deux roues ou de circuler en possession d'armes à feu. Ces mesures sont surtout destinées à circonscrire les braquages et attaques à bord d'engins à deux roues. Elles interviennent après de larges concertations avec les forces vives de la région de Gao. Les explications de Boubacar Bablitouré. Face à des situations exceptionnelles, des mesures exceptionnelles. C'est dans cette dynamique que le chef de l'exécutif régional de Gao, de concert avec les forces armées et de sécurité et les représentants de la société civile de Gao, ont décidé de faire front commun contre l'insécurité grandissante dans la région de Gao. Pour ce faire, des nouvelles mesures, en plus de l'opération Filidio, seront observées à compter du vendredi 21 avril. Interdire à tout individu n'appartenant pas aux forces de sécurité étatiques maliennes, au MOC ou aux forces internationales de circuler dans la ville de Gao en possession de tout type d'armes à feu, d'artifices et munitions de guerre. Interdiction de circuler en engin motorisé à deux roues entre les villes, villages et hameaux, et c'est à toute heure. Des mesures qui, selon les populations qui n'ont que trop souffert, pourront être une réponse à cette forme d'insécurité que la région connaît en ce moment. Nous sommes avec ces mesures-là. C'est très important, c'est très nécessaire. C'est ça qui peut assurer la sécurité. Quand c'est des questions de sécurité, c'est des questions de vie. Donc vraiment, il faut aussi des décisions aussi très délicates. Et donc on ne fait que féliciter et remercier le gouverneur pour ça. À la question de savoir les moyens mis à disposition pour faire respecter ces mesures, le gouverneur répond. La volonté affichée est là, l'ensemble des forces. Mais ce dont on n'a pas la certitude, c'est l'accompagnement de la population. Pour l'atteinte des objectifs de ces nouvelles mesures qui ne visent que la sécurisation des personnes et de leurs biens, la collaboration des populations est plus que nécessaire. Notez ce communiqué de presse. Le réseau des journalistes pour la promotion des droits de l'homme remercie le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et le premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga pour la création d'un ministère dédié aux droits de l'homme. Sur un tout autre sujet, 83e session du conseil d'administration de la compagnie malienne pour le développement des textiles. Il ressort de cette session que la CMDT a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 216 milliards de francs CFA au cours de l'exercice 2016. Les administrateurs ont examiné et adopté les rapports d'activité financière de la compagnie pour la campagne 2017. La CMDT se fixe un objectif de production de 750 000 tonnes de coton-graine. Siaka Kounati. À la faveur de leur 83e session, les administrateurs de la CMDT ont approuvé le rapport de gestion du président directeur général, donné mandat au PDG de présenter ce rapport à l'Assemblée générale ordinaire et arrêter les bilans financiers de l'exercice 2016. Des bilans qui font ressortir un chiffre d'affaires de plus de 216 milliards de francs CFA. Les charges de l'année 2015-2016 ont affecté les documents financiers. Nous avons un chiffre d'affaires qui s'élève à 216 milliards et 600 millions à peu près. Nous avons également un total bilan qui s'élève à environ 213 milliards en 100 millions. Ce résultat net qui fait à peu près 2 milliards 100 millions. Comparé à l'exercice 2015, donc, le résultat net était de 7 milliards. On peut dire qu'il y a une régression. Au cours de ces mêmes exercices, un supplément de rémunération de plus de 5 milliards 852 millions de francs CFA a été payé aux producteurs. Les administrateurs ont recommandé à la direction générale la maîtrise des dépenses pour permettre à la CMDT de lutter contre la pauvreté. Notre objectif principal sur cette question reste la maîtrise des circuits de dépenses de la CMDT. Et sans cela, nous avons beau faire des efforts pour atteindre des performances,
on aura des records de production, on va battre des records en matière d'égrainage, mais si nous n'assainissons pas le circuit des décharges, des dépenses, évidemment, la CMDT ne peut pas prospérer. La CMDT ne peut pas être un outil de lutte contre la pauvreté. Au cours de la campagne 2016-2017, la CMDT a atteint une production record de 647 300 tonnes de coton-graines. Elle revoit ses ambitions à la hausse avec un objectif de production de 750 000 tonnes pour celle qui va démarrer dans quelques jours. Mais pour atteindre cet objectif, les administrateurs recommandent aux producteurs l'amélioration du rendement à l'hectare et de la qualité, ainsi que la subvention de la chaux agricole, une doléance que la direction générale présentera aux autorités compétentes. Les travaux de la 7e session du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et du développement durable, AEDD, se sont tenus au siège de l'agence. Au centre des débats, le rapport 2016 de l'agence Dougoufana Traoré, compte rendu. L'Agence de l'environnement et du développement durable AEDD a pour mission d'assurer la coordination et la mise en œuvre de la politique nationale de protection et de l'environnement et de veiller à l'intégration de la dimension environnementale dans toutes les politiques. Nous veillons à ce que le Mali honore ses engagements par rapport aux conventions internationales que notre pays a ratifiées. Nous veillons à ce que tous les outils de planification intègrent au moment de leur formulation, de leur mise en œuvre la dimension environnementale pour que le Mali puisse être vraiment dans une logique de développement durable. Au cours de l'année 2016, l'AEDD a pris à bras le corps les questions environnementales en général et les changements climatiques en particulier selon le ministre de tutelle. Cette rigueur dans la gestion a permis d'engranger des résultats probants. La quinzaine de l'environnement tenue à Caille et la COP22 sur le changement climatique tenue à Marrakech au Maroc sont des témoignages illustrants. L'éducation environnementale, la nécessaire protection de nos forêts, l'assainissement systématique, la lutte contre l'ensablement des cours d'eau dont le fleuve Niger, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation des effets de ce même fléau dans le monde d'aujourd'hui. Ces priorités sectorielles sont bien dans le mandat de l'Agence de l'environnement et du développement durable en tant qu'élément de la politique nationale de protection de l'environnement dont la revue me paraît plus que d'actualité pour tenir compte du nouveau contexte intégrant toutes les questions émergentes du moment. Le ministre Keita Aïdambo a demandé à l'AEDD de se renforcer en ressources humaines et d'aller vers plus de rigueur dans son management pour plus d'efficacité. Donc, Kibarou, une présentation de Kokekone, c'est juste après moi, c'est la fin de ce journal. Bonsoir à tous.